BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Yves Villagine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entreprise BFM, une fois n'est pas coutume, avec Yves Villagine. Bonjour Yves. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Journaliste aux Échos et qui remplace ce week-end Arnaud Le Gall, pour mon plus grand bonheur et le vôtre, puisqu'on va dans un instant avec Yves vous présenter notre invité du week-end. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Notre invité, une fois de plus, Yves Villagine, c'est un invité tech, puisqu'on reçoit en fait Alexis de Goryenov, qui est le président fondateur de C1. Les gens ne connaissent peut-être pas, mais c'est une jolie pépite. Oui, c'est une ETI des télécommunications. Alexis de Goryenov a créé C1 en 2007 avec 3 autres associés qu'il avait rencontrés dans ses différentes expériences professionnelles. C'est une ETI qui emploie aujourd'hui 300 personnes et réalise 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec désormais des ambitions européennes. L'an dernier, vous avez racheté, Alexis de Goryenov, un petit opérateur espagnol dans la téléphonie IP. Vous regardez aussi du côté de l'Allemagne, de l'Italie et même des Pays-Bas. Vous allez nous raconter comment vos ambitions de devenir un opérateur global vont se concrétiser dans les années qui viennent. Merci Villagine, bonjour Alexis de Goryenov. Bonjour. Bienvenue. Alors en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce déclic avec ces 3 associés? 2007, avec mes 3 associés, on était tous les 3 salariés d'une société, un opérateur télécom. Et on avait décidé de... Dans la même société? On était dans la même société. D'accord, donc copains d'une même boîte. On était collègues dans la même société et on avait décidé de voir la télécom un peu différemment et de tirer profit de la convergence. La téléphonie sur IP commençait vraiment à émerger en France. Oui. Et on voulait mettre en application la téléphonie IP. Alors, ce ne soit pas juste des réductions de coûts. Alors, c'était quoi? Définir ce que c'est la téléphonie IP. On peut le faire, on peut le faire, faisons-le. Maintenant, c'est devenu totalement banal. Oui. Mais il faut dire que quand on se remémore en 2007, la plupart des entreprises, pour leur téléphonie d'entreprise, devaient avoir un standard téléphonique dans leur société qui devait être connecté par des lignes classiques. Chez l'opérateur historique, comme l'opérateur historique, pas uniquement chez l'opérateur. Mais en fait, notamment l'opérateur historique, oui. Et c'est opéré une transition qui a démarré en 2004 vers le tout IP. Mais alors vous avez l'idée de ce marché, mais qu'est-ce qui déclenche l'envie d'entreprendre ensemble notamment? Tous les 3, vous prenez un risque à ce moment-là quand même majeur. On s'entendait bien, ouais. On était tout à fait complémentaires. Combien de temps ça prend? On complote combien de temps comme ça le soir en quittant son job, en parlant de ce projet, avant de se lancer et de décider d'y aller? Plusieurs mois. Plusieurs mois avant de se décider à... Comment on s'évalue pour dire j'ai envie de le faire avec lui plutôt pas avec lui, ou avec ton 3 on sera bien ensemble? C'est important parce que le choix des associés, on sait combien il est important, et de plus en plus on a des aventures d'entrepreneurs associés. Quelles questions vous êtes-vous posées avant de vous lancer? La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que je vais pouvoir travailler avec eux? Ouais. C'était le leader. Il y avait un leader ou pas dans le projet? Il n'y avait pas vraiment de leader très net. Non. On avait chacun nos personnalités, chacun nos domaines de compétences. Complémentaires? Et tout à fait complémentaires. Ouais. Vous vous connaissiez, vous travailliez déjà ensemble? On travaillait ensemble, bien sûr, dans cette société. On travaillait encore auparavant dans la même société. On a changé ensemble. Et aucun de vous n'avait jamais entrepris avant? Non. D'accord. Donc vous n'étiez pas des serial entrepreneurs qui réinvestissaient On avait commencé à entreprendre en 2004, mais on a très vite rejoint une société qui était plus grosse. Donc plusieurs mois de conciliabule. Et puis un jour, vous décidez d'y aller. Là, on y va tous ensemble, en même temps? Un jour, à quelques semaines d'intervalle, oui. On va voir son patron, on dit, là, il va en manquer 4 demain matin, quoi. Voilà. Il le vit comment, lui? Alors, on l'a fait un par un. Oui, c'est plus discret. On était d'abord moi, puis ensuite mes 2 associés, et puis le dernier nous a rejoint plus tard. D'accord. Donc tout ça en quelques mois, vous créez C1 tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, C1? Ça veut dire quelque chose? Alors C1, ça veut dire prendre soin, gérer. En quoi? En japonais. Waouh, bravo, c'est un joli mot en plus. Alors pourquoi en japonais? Personne d'entre nous n'est japonais, ni d'origine japonaise, mais on aimait bien la sonorité. Il n'y avait peut-être pas encore un c1.fr ou un cn.com, il était disponible. Il n'y avait pas de c1.fr. C1.com, oui, mais ça pas peut c1.fr. aider. Ça peut aider, d'accord. Et comment vous dites que vous avez prévenu votre patron un par un? Ça veut dire que vous y êtes entré progressivement dans cette entreprise ou vous démarrez tous les 4? En gros, on démarre tous les 4. C'est-à-dire que moi, je suis parti en juin et mes associés sont partis en juillet et en août. Alors sur quelle base? Le dernier. Comment ça se passe les premières semaines, les premiers mois de création d'une entreprise à 3 quand on n'a jamais fait ça et qu'on n'a pas de clients a priori? Les premières semaines, déjà, on cherche des locaux. Oui. C'est paradoxal, mais c'est vrai qu'il faut... important, c'est important. Parce que pendant les mois d'été, on avait travaillé de chez nous, et c'est vrai que tout de suite, il n'y a pas cette cohésion, et tout de suite, on dérive, on se met à faire autre chose. On se met à être pris dans le quotidien.
Et donc la priorité des priorités, c'était vraiment de trouver des locaux où on puisse se réunir. Vous aviez de l'argent au départ ou pas, l'un et l'autre, les uns les autres? On avait toutes nos économies, C'est-à-dire? donc nos indemnités de départ de l'ancienne société. Ouais. On avait en tout 60 000 euros. D'accord. Et vous avez pris un congé, c'était une vraie démission ou bien vous avez pris un congé pour... Oui, c'était un vrai départ. entreprise? Oui, oui. Un vrai départ. Oui. Donc vrai risque, vrai saut dans l'inconnu. Vous trouvez des locaux, à partir de là, que se passe-t-il? On trouve des locaux, on commence à... Alors on est sur des produits relativement techno, donc tout de suite il faut qu'on commence à installer les infrastructures. À l'époque, Amazon et les acteurs comme ça n'existaient pas, donc il fallait qu'on installe nos propres serveurs. Qui sont vos clients à ce moment-là? Vous visez quel marché à ce moment-là? Quels sont vos premiers clients? D'entrée de jeu, on a visé le marché qu'on appelle indirect marque blanche, c'est-à-dire vendre des services de télécom, non pas aux entreprises clientes finales, utilisatrices, mais à des intégrateurs, des distributeurs, des revendeurs qui vont s'approprier nos produits et qui vont les revendre sous leur propre marque. Par exemple, qui au fait ce client métier, final. par exemple? Quel type d'entreprise vendent ce genre de choses? C'est des entreprises qui ne sont pas forcément très connues. C'est-à-dire que Du grand public, en tout cas. vous les connaissez, le grand public ne les connaît pas. C'est des opérateurs, des intégrateurs qui vont rayonner dans leur région ou dans leur D'accord. ville. Mais vous aviez besoin d'eux pour distribuer vos produits en marque blanche. Vous ne pouviez Oui. pas attaquer directement vos marchés. C'était notre modèle économique. D'accord. Et de l'autre côté, qui sont vos fournisseurs? Ce sont les grands opérateurs télécoms? Exactement. D'accord. Nos fournisseurs, c'est Orange, c'est Et vous SFR, constituez c'est- une offre à partir de logiciels, c'est-à-dire que votre entreprise développe des logiciels pour faire tourner ce standard téléphonique, cet hébergement dans le cloud, par exemple, c'est ça? Alors, elle développe des logiciels, mais surtout, elle opère des solutions. D'accord. C'est-à-dire qu'on va acheter des logiciels d'éditeurs qui font des logiciels métiers destinés à des opérateurs. Et nous, on va les opérer. On va les faire fonctionner, on va vérifier qu'ils fonctionnent bien. Et on va également faire du développement autour de ces logiciels pour rajouter des fonctionnalités, pour ajouter de la stabilité, pour ajouter... Parce que je vais vous demander quelle est votre valeur ajoutée dans la mesure où vous prenez en fait les réseaux d'un opérateur existant, vous prenez des logiciels de gens qui fabriquent des logiciels existants. Alors votre véritable valeur ajoutée, c'est quoi? C'est dans la mise en commun de toutes ces, à la fois les logiciels et les réseaux, et en ayant un œil de simplificateur du process? Exactement, c'est la mise en commun de Oui. l'ensemble. C'est aussi tout le système d'information, tous les logiciels de gestion qu'on a créés autour de ça. D'accord, que vous Ah, avez c'est- créé pour le coup. Qui sont Là qu'on a créé, oui, propriétaires, bien sûr. sont On des a, éléments on propriétaires. a aujourd'hui une grosse équipe de développeurs, on a 40 Oui. développeurs qui travaillent sur nos solutions pour les améliorer en permanence. Alexis Bien sûr. de Goyenov, vous évoquiez, vous avez parlé au passé en disant c'était notre business model. Il a évolué depuis ou pas? Il a légèrement évolué. Vers quoi? Donc, Et vers un- plus que légèrement, vous étiez en distribution indirecte, vous avez racheté des distributeurs. on a racheté des distributeurs, on a racheté une société en 2013, on l'a racheté à la barre du tribunal, donc ça c'était une vraie étape pour nous dans notre développement. Le fait de faire de la croissance externe externe. ou bien le fait de racheter une boîte à la barre? Ou Les deux. Les deux. C'était Les la deux. première. C'était le premier achat. Ou le fait d'être en direct avec le client désormais. Et d'être en direct avec le client. Oui, ce qui change votre stratégie Oui. commerciale. Oui, tout à fait. Qui la complète. C'est-à-dire qu'à travers nos partenaires distributeurs, on va fournir des solutions plutôt aux PME, plutôt aux sociétés qui ont entre 5 et 150, 200 personnes. À travers le distributeur. À travers nos partenaires. D'accord. Et en direct, vous avez Et en direct, d'autres marchés. c'est pour les marchés au-delà de 250, Les ETI, pour les notamment. ETI, pour les services publics également. Les grands groupes. Les grands groupes, un Ouais. peu moins. Qui sont vos concurrents du coup? Parce que vous êtes sur quel marché là? Vous êtes sur on comprend votre marché, mais vous arrivez, vous n'étiez pas le seul sur ce type de produit, j'imagine, ou est-ce que vous avez réussi à imaginer des produits innovants, disruptifs? Alors au départ, on avait un produit vraiment innovant. Enfin, on a toujours. C'est-à-dire que on a de la téléphonie, on fournit des services de téléphonie en mode cloud. C'est-à-dire que notre vocation, c'est vraiment de simplifier la vie des entreprises, des entrepreneurs. D'accord. Donc, il n'a plus besoin d'avoir un standard téléphonique hébergé quelque part dans un placard chez lui. Tout est virtualisé, tout est dans le cloud. Il en reste encore, d'ailleurs, je me posais la question en vous écoutant. Est-ce qu'il sûr. reste encore? Bien sûr. Oui, non, mais je ne me Ah oui, rends pas compte. beaucoup, Tous les anciens, bien sûr, mais à quel moment on bascule d'ailleurs vers cette technologie par rapport à l'ensemble de ce qui est votre marché sur les PME, TPE? À quel moment abandonne-t-il justement ce placard avec Alcatel 1980, 1990 et d'autres vers des systèmes comme les vôtres en fait? Mais quand il a l'idée, quand il a connaissance de l'offre, quand un de nos partenaires vient le voir, Ouais. sinon, très souvent, les PME n'ont même pas connaissance de l'existence de telles offres. C'est ça, donc le marché est considérable aujourd'hui. Parce qu'elles sont en contact depuis la création avec un Alcatel, effectivement, bien ou sûr. un Siemens, Bien qui sûr. installe le PABX, c'est le nom. Oui, le fameux PABX, je me fameux souviens quand j'ai PABX. installé le mien chez Oui. moi. Ouais. Et qui va, tous les ans, leur proposer des nouvelles versions, qui va leur proposer une version IP, bien sûr. Ils ont tous de la voiture IP aujourd'hui. Oui, tous. Ouais, tous. Ils ont Enfin, tous basculé. Une option voiture. Non, ils n'ont pas tous basculé. Non?
mais ils ont tous une option et ils ont tous la possibilité de faire basculer leur PBX en IP. L'avantage pour le client est essentiellement le prix, ou est-ce qu'il y a d'autres... C'est le prix, la simplicité, Oui. la facilité. C'est-à-dire que Les services aussi, la visioconférence, etc. Tout ce qui est service rendu plus simple. tout est plus simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus besoin d'héberger du matériel chez vous, du matériel qui tombe en panne, ou si vous voulez changer quelque chose, vous devez appeler votre installateur qui doit envoyer un technicien. Donc là, c'est beaucoup plus moderne, c'est en ligne. Si vous voulez changer quelque chose, vous avez une interface, vous cliquez, et toutes les modifications sont prises en compte immédiatement. Alors, un des inconvénients de la téléphonie, un des inconvénients de la téléphonie sur IP, c'était la qualité. C'est un problème qui est désormais réglé, on s'entend bien, on n'est plus interrompu, on n'a plus cet effet c'est à toi, avec l'effet retour de 5 secondes. C'est vrai qu'au début de la téléphonie IP, c'était un problème. Ah oui. Aujourd'hui, c'est plus du tout un problème. Non, aujourd'hui, on téléphone en IP de la même façon qu'on regarde la télé sur les box Ouais, sauf quand il n'y a pas beaucoup de débit, on s'en aperçoit. Quand tout d'un coup, il y a une petite heure de débit, on s'aperçoit que ça commence à freezer un peu. Une question, parce que là, je découvre une chose. Quand on parle de la téléphonie, le voice on IP, d'accord, mais le cloud, il peut y avoir de la téléphonie sur IP sans passer par le cloud ? Ou alors qu'aujourd'hui, vous dites aujourd'hui, l'avantage c'est qu'il n'y a plus de matériel, tout est quelque part un peu dématérialisé. C'est pas le cas partout. Il y a de la téléphonie sur IP qui n'est pas encore totalement dématérialisée, d'accord. Bien sûr. Quelle est la part d'ailleurs du marché qui a basculé sur le cloud complètement par rapport? Vous avez une idée de ça? C'est une petite part. J'estime à 10% maximum. Mais c'est à l'évidence l'avenir. Tout passe pour par moi, le cloud. c'est l'avenir. Mais les fabricants de matériel continuent évidemment à ils jouent développer leur leur survie. C'est leur raison d'être. Il faut qu'ils deviennent des Amazon Web Services. En gros, il faut qu'ils se tournent vers le tout service à ce moment-là. C'est ça le truc. Il y en a qui commencent, effectivement, des acteurs du monde du PBX qui commencent à venir quelque part nous concurrencer parce qu'ils ont des services intégrés dans le cloud. Et est-ce que les infrastructures suivent? Parce que pour pouvoir avoir de tels services, il faut quand même avoir une qualité de connexion et de réseau qui est bonne. Enfin, ça suit ou pas? On fait tout pour. Non, mais c'est notre fibre optique, etc. Est-ce qu'on est bien positionné en France sur ces questions-là? On est plutôt bien positionné. En France, on a la chance. La chance et la malchance, c'est une malchance aussi, d'avoir un excellent réseau cuivré. Oui. Ce qui fait qu'on a des connexions DSL, donc ADSL que tout le monde connaît, mais aussi SDSL pour les entreprises, qui peuvent monter très haut en débit, jusqu'à 20-25 mégabits, ce qui permet de répondre à la plupart des besoins d'entreprise. Et en quoi c'est un obstacle? C'est un obstacle puisque du coup... On ne bascule pas sur la fibre? On ne bascule pas sur la fibre. Mais on va le faire parce qu'il y a ce plan fibre, tout ce fibre au fur et à mesure. Bien sûr, mais quand on a un petit peu fait le tour des pays européens et on s'aperçoit qu'en France, on est parmi les pays qui sont le moins développés en fibre aujourd'hui. On s'aperçoit pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Parce qu'on a une excellente qualité en cuivre. On est moins fibré que les autres aujourd'hui. On est moins fibré que les autres aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on établit? Alors, moi, je me demande chaque fois que je rencontre un entrepreneur comme vous dans un métier comme le vôtre, je me dis, mais comment on écrit sa stratégie dans un monde aussi mouvant? On doit prendre des paris en permanence qui sont souvent coûteux parce qu'il y a des investissements technologiques relativement lourds, même si en l'occurrence chez vous, j'imagine qu'ils sont moindres, puisque beaucoup de la technologie est chez des partenaires ou chez des gens qui sont des fournisseurs, ou est-ce que vous avez vous-même de lourds investissements? Et comment est-ce qu'on décide d'une stratégie dans un monde technologique aussi mouvant, aussi complexe? Alors, nous, on a des investissements qui sont lourds. Oui. Parce que du coup, vous avez dans le terme de réseau, parce qu'on est à la fois opérateur télécom, donc on a une licence auprès de l'ARCEP, on est interconnecté en téléphonie avec tous les opérateurs de France, Orange, SFR, etc., Bouygues. On est également opérateur IP, donc on a un réseau, on est interconnecté dans le réseau Internet, donc on a des interconnexions avec tous les opérateurs. Oui. On fournit également des liens d'accès ADSL, fibre optique, donc également par l'intermédiaire de Collect, ce qu'on appelle Collect, donc des liens qui nous sont fournis en gros par Orange ou par des acteurs locaux en fibre optique. Donc tout ça est relié à travers d'infrastructures à la fois IP. Donc vous êtes propriétaire. Et dont on est propriétaire et qu'on opère. Ça veut dire que vous avez des data centers? Enfin, ce qu'on appelle des salles... On a des salles. On réchauffer tout ce bordel. Tout à fait. On a du matériel, on a des serveurs hébergés dans des data centers. Mais ça veut dire que vous pourriez faire de l'hébergement aussi. Mais nous faisons de l'hébergement. En dehors de la téléphonie IP, c'est-à-dire que j'imagine que votre métier, petit à petit, se développe sur d'autres prestations, d'autres offres, comme l'hébergement de serveurs. Exactement. C'est exactement ça. On a démarré effectivement avec des offres de pure téléphonie pour entreprises, qu'on a complété assez rapidement avec des offres de connectivité Internet, puis des offres de sécurité, firewall, protection, antivirus, etc. Et enfin des offres de cloud, donc d'hébergement. Hébergement physique, si vous avez un serveur, vous pouvez nous le confier, on va vous l'héberger de façon sécurisée dans des environnements parfaitement adaptés. En France. En France. C'est un enjeu. En France, pour des métiers comme cela. C'est un enjeu.
Et également des services cloud, parce que c'est plus l'avenir. Maintenant, vous ne donnez plus un serveur à héberger, vous louez une machine virtuelle dans le cloud. Et c'est alors, Alexis Gorinov, le marché, on dit qu'il est français, on voit bien qu'il est français. On a évoqué l'Europe tout à l'heure, notamment l'Espagne, des rachats. En même temps, on s'aperçoit que souvent ces marchés sont très complexes d'un pays à l'autre parce que peu de pays se ressemblent finalement. Les États-Unis sont différents de l'Europe, etc. Pour autant, votre stratégie est peut-être internationale? Notre stratégie est totalement internationale. Avec les mêmes offres partout? Avec des offres identiques. Et qui se passe comment? Par des rachats dans chaque pays où vous arrivez d'un distributeur ou par le rachat de gens qui ont déjà des infrastructures? Comment est-ce que vous faites dans tous les pays d'Europe que nous évoquions? Notre stratégie, c'est effectivement de procéder par croissance externe. Parce qu'effectivement, les télécoms, l'Internet, dans chaque pays, c'est quelque chose d'assez culturel. Absolument. C'est-à-dire que la PME va acheter son système de téléphonie à un intégrateur qu'il connaît et il va avoir des façons de faire qui peuvent dépendre d'un pays, qui peuvent changer d'un pays à l'autre. Mais il y avait des C1 à l'étranger, dans d'autres pays d'Europe que vous avez pu racheter, ou bien vous passez par des moyens un peu détournés en rachetant qui un distributeur, qui un opérateur? On a racheté un opérateur en Espagne. D'accord. Il y a un an, jour pour jour, c'était en novembre 2016. Oui. Et le but était de le transformer complètement pour en faire un C1 Espagne. D'accord. Avec la marque C1 aussi. Avec la marque C1. Et en japonais, tout fonctionne de toute façon. Voilà, l'avantage, c'est que c'est une marque complètement internationale. Alors un an après, ça donne quoi, Alexis? Un an après, on a lancé l'offre officiellement, il y a exactement un mois, le 26 octobre, auprès des partenaires espagnols. Oui. On a eu jusqu'à présent un très bon retour. Oui. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour dire si c'est un vrai succès commercial ou si au contraire c'est un flop. Comment on finance une telle aventure? On a financé principalement en autofinancement. C'est formidable. Wow. On a fait de l'autofinancement sans levée de fonds, pas du tout? Sans levée de fonds, jusqu'en 2013. D'accord. Jusqu'en 2014 même. Oui. Jusqu'en 2014. Après, pour le on a atteint, donc 2007-2014, ça fait 6 ans. 100% en croissance organique, 100% financement en autofinancement. Propre. Donc pas de dette, pas de fonds. Grande force. Grande force. On est assez fiers, oui. Après 2013, on a atteint vous avez toutes les raisons de l'être. Puis ça donne une force pour la suite, pour le développement, parce que là, vous êtes en mesure de lever des moyens pour accélérer. Tout à fait. En 2013, on faisait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le tout complètement organique. Aujourd'hui, vous avez dit 30, je crois. Hein, c'est ça? Non, 70. En 2017, on prévoit 75 millions. 75. Et on a fait 63 millions en 2007. C'est incroyable. Donc maintenant, vous avez dit jusqu'à présent, mais 2014, vous avez fini par lever des fonds ou pas? Vous évoquez 2014, on a racheté une société à la barre. Oui. Ah oui, cette fameuse société. Donc là, pour ça, on a fait un emprunt. D'emprunt, c'est de 1 million d'euros. Et on a levé des fonds, effectivement. Vous avez emprunté 20 millions d'euros? Non, on a emprunté 1 million d'euros, pardon. Non, ça, parce que c'est rare de financer par de l'emprunt en général. Beaucoup d'entreprises dans votre secteur, effectivement, préfèrent quand même la dilution, même limitée, pour financer le développement. Alors nous, on préfère de très loin l'emprunt. Puisqu'on est en Gardez croissance. Gardez le pouvoir. C'est surtout qu'on part du principe qu'on est en forte croissance. Jusqu'à maintenant, on fait plus que 50% de croissance par an. C'est énorme. Donc chaque année, on se dit, mais si on lève des fonds maintenant, on va se valoriser 100. Mais si on attend encore un an, on va se valoriser 150. Donc ne levons pas, attendons encore un an. Mais vous avez les moyens d'acquérir des cibles dans les pays que vous visez, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie. Vous avez les moyens d'acquérir d'autres cibles? Oui. D'accord. Oui, on a. Oui, clairement, oui. C'est clair. Hein. Oui, donc il y a de l'argent. On s'est donné les moyens. On a levé des fonds quand même. Hein. Ouais. On a levé des fonds un peu particuliers. C'est des fonds, c'est de l'argent qui nous permet de racheter nos propres actions à terme à un prix déterminé à l'avance. Pour rester au pouvoir. Donc vous diluez le moins possible. Virtuellement, aujourd'hui, on est propriétaire de 100% du capital. Mais c'est vrai que dans les faits, on a 45% du capital. Alexis, il nous reste à peine une minute. Dites-moi, le message à tous les salariés français qui sont en train de, entre copains, le soir en quittant le job, de dire tiens, si on crée une boîte. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Je leur dirais, allez-y, le moment n'a jamais été plus favorable. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie effervescence. Toutes les sociétés avec qui on travaille, nos partenaires, notamment, sont tous en croissance et sont tous en train de recruter. Vous ressentez ça? On le ressent, il y a une vraie effervescence, oui, tout à fait. Et quand il y a une effervescence dans les télécoms, c'est pas comme quand on dit quand le bâtiment va, tout va, mais quand les télécoms vont, c'est que... en ce moment, quand les sociétés grossissent, le numérique va bien, donc l'économie va bien. Voilà, elles créent des nouveaux sites, elles embauchent des salariés, donc elles ont besoin de plus de positions de téléphonie, elles ont besoin de plus de débit pour accéder à Internet, elles ont besoin de plus d'hébergement. Et qui plus est, le marché, en tout cas le secteur sur lequel on est, se transforme complètement. C'est-à-dire que la téléphonie passe dans le cloud, la partie Internet passe sur la fibre. D'ici 2022, on va commencer à démanteler le réseau cuivre. Donc on a un temps limité pour passer en fibre. Et toute l'informatique
pas dans le cloud. Donc, aucun transition. regret, vous dites allez-y, go. Allez-y, go. Voilà, et ben c'était notre invité ce week-end. Il s'appelle Alexis de Gourienov. Il est le cofondateur, on peut dire cofondateur de C1, et vous en êtes le président. C'était notre invité de la semaine, et tout de suite la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque cette semaine, c'est Paul-Henri Blaizé, le cofondateur de Pixopolitan. Et je vais demander à Bénédicte Sanson, que je salue. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Délégué général du MoveJ, qui l'a accompagné, de nous dire un mot sur notre invité avant de le présenter, avant de l'inviter, avant de l'interviewer, pardon. Pixopolitan, ce sont deux jeunes entrepreneurs, comme on aimerait beaucoup en avoir, qui sont arrivés tout jeunes au MoveJ. Et ça fait 4 ans. Ils ont eu un mentor qui est piqué à Pixopolitan. Ah oui. Et oui, tout à fait, Jackie Isabello. Et, Ah oui. et aujourd'hui, ils se développent. Ils sont aux États-Unis et on continue à les aider, à les faire avancer. Donc c'est des entrepreneurs comme on les aime, plein d'ambition. Et comme le MoveJ en a tellement accompagné. Bonjour Paul-Henri. Bonjour. Alors c'est quoi Pixopolitan pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Pixopolitan, c'est une place de marché en fait où on permet aux artistes photographes d'être en contact, de vendre leurs photographies aux amateurs d'art, de photographie d'art en tant qu'objet de décoration Du monde décorer entier. chez vous. Du Voilà, monde exactement. entier. On travaille avec plus de 1800 artistes maintenant à travers le monde. Oui. On sélectionne leurs œuvres et on les met en vente sur notre site web pixopolitan.com. Oui. Et des clients comme vous et moi, on peut se balader sur le site, chercher une photographie en fonction de la ville, d'une couleur qu'on veut pour son intérieur. Et ensuite, vous achetez la photo en fonction d'une taille, une finition qui vous correspond et vous la recevez chez vous sous 5 à 10 jours. Et c'est des éditions limitées. J'allais vous poser la question, ce sont des éditions limitées Oui, tout numérotées? à fait. Numérotées, vous avez à Systématiquement l'arrière, systématiquement, vous avez D'accord. à l'arrière un certificat d'authenticité Oui. avec le nombre d'œuvres, avec une description de l'artiste et de la photographie. Vous avez Paul-Henri créé ça avec un autre associé et vous étiez Oui. deux fans de photo tous les deux ou pas du tout? Romain Barbet. On aimait beaucoup la photographie, Ouais. mais de là à dire qu'on était des experts. Vous étiez absolument pas. photographe ou pas? Non, non plus? Non, même pas. Alors, vous avez vu quoi? Vous avez vu le succès de Yellow Corner? Vous avez dit tiens, on pourrait peut-être faire ça? Non. Parce que je me souviens de leur création, de leur naissance d'entreprise, personne ne croyait à ce qu'ils faisaient. Et puis on a vu le magnifique succès de ces boutiques dans le monde entier qui ont fait connaître la photo Ouais. au monde entier. Ils ont ouvert un vrai marché. Et un vrai marché, vous aussi, vous ouvrez un marché aujourd'hui. Parce que ce modèle existait ou pas sur le format de Pixopolitan quand vous avez lancé? Non, pas quand on l'a lancé. Non, C'est non. étonnant d'ailleurs parce que les plateformes ils s'en multiplient beaucoup. Ouais, alors on n'avait pas trop conscience que c'était un peu. On peut nous appeler maintenant une plateforme un peu qui a ubérisé la photographie d'art. Ouais. En ayant cherché des talents un peu partout, on a automatisé aussi la partie production. On la gère pas directement, on a un labo dans Paris qui fait tout. Ouais. Donc en fait, on est juste une marketplace pour les photographes talentueux et pour les mettre pour les faire vendre auprès des fans de photographie d'art. 4 ans, c'est pas long pour développer un modèle qui se développe comme ça un peu dans le monde entier. Ça a marché tout de suite. Et comment est-ce qu'on recrute? Parce que c'est le recrutement d'abord de ces talents de photographes qui fait la différence, j'imagine, au départ. Alors au tout début, on passait des nuits blanches, on envoyait des mails, on a envoyé plus de 24 000 mails. À qui vous aviez photographes. repéré comment les À des gens? Parce photo- qu'il fallait encore les connaître. En fait, il y a des sites de partage de photographies comme Oui. Flickr, 500 Pics, Oui. des sites comme ça de communautés de photographes. Vous avez écrit à tout le monde? Ouais. Pour voir s'ils viendraient. Ouais, 24 000. On a regardé ça il n'y a pas longtemps, combien de mails on avait envoyé. 24 000. Ouais. Les bons et les mauvais. Vous n'avez pas de sélection à cette époque. Au tout début, effectivement, on tapait beaucoup plus large. Lorsqu'on envoyait des mails, on n'avait pas une grande sélection, mais au fur et à mesure, du coup, une fois qu'on avait la masse de gens, et on voulait, on en a trop, il faut qu'on choisisse, il faut qu'on soit beaucoup plus sélectif. Donc là, il a fallu Donc, connaître la on a- photo, il fallait faire des bons choix pour le coup. Ouais, tout à fait. C'est vous ou bien vous avez fait appel à des compétences extérieures pour ça? Au tout début, ça a été nous. Après, il y a eu une autre personne à l'extérieur qui nous a aidés. Et maintenant, c'est notre nouvel associé qui est rentré il y a 1 an maintenant et qui, lui, est photographe professionnel. Vous avez révélé des talents que le monde ne connaissait pas en matière de photo. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés grâce à Pixopolitan ou pas? Alors, je dirais pas qu'on a révélé des talents, mais en tout cas, il y a des gens qui sont rentrés chez nous très peu connus qui maintenant sont nettement plus cotés. Après, c'est pas Pixopolitan qui a fait non plus Non, toute la mais carrière. vous toute la leur carrière offrez de une photographe. vitrine qu'ils n'avaient pas. Ouais, en tout cas, ils sont super contents à chaque fois qu'on sélectionne un photographe. Nous, on les suit, ils mettent des choses sur Twitter avec les hashtags, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression quand même que pour pas mal de photographes, c'est un gage de qualité. Ça vaut On va le combien mettre sur LinkedIn, une photo, photographe Pixopolitan. une photo numérotée Pixopolitan de vos artistes? Alors, les combien? Premier prix, c'est 39 €, c'est sur tirage papier traditionnel, brillant ou mat, vous pouvez choisir. Et après, on peut monter jusqu'à 1000 € pardon, si on prend du plexiglas avec contre-collage, plus une caisse américaine. Vous avez beaucoup de choix pour personnaliser et adapter la photo à votre intérieur. Et la valeur du photographe, pour le coup, vous évoquez les photographes cotés, j'évoquais des ventes de stars qui sont en train d'émerger. Alors ça, non, on fait pas. C'est-à-dire qu'on met pas de différence de prix entre tous les photographes. Nous, ça nous intéresse pas de savoir quel est le background de l'artiste.
Ce qu'on veut, c'est juste choisir des très belles photographies pour nos clients. Et si le photographe veut pas parce qu'il considère qu'il y a plus de talent, bah tant pis. Derrière, il y a de la logistique. Il faut produire ces photos, il faut les envoyer, il faut les emballer. Tout à fait. Qui assure cette logistique dans un business de marketplace comme le vôtre? Bah, on a des entreprises partenaires, comme Picto, si je peux les nommer, qui est l'un des plus vieux laboratoires français. Qui fabrique les photos, qui les imprime, qui font les tirages à la main. Ils travaillent beaucoup pour les galeries d'art, pour les musées, donc ils sont extrêmement réputés. Et on a travaillé avec eux depuis le début pour essayer d'automatiser un maximum de processus pour nous et pour nous permettre de pouvoir proposer des photographies à prix accessible. Et Paul-Henri Blaizet, dernière question, peut-être il nous reste à peine 45 secondes. Jackie Isabello, que je connais bien, oui. Un homme de médias, un homme de presse. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce que le Movie vous a apporté dans cette aventure? Jackie Isabello, déjà, ça a toujours été une oreille. N'écoute pas, dites-nous vraiment ce qu'il a apporté. Okay. Il n'écoutera pas l'émission. Ça a toujours été une super oreille. Dès qu'on avait besoin de le voir, de lui parler pour lui poser n'importe quelle question, il était disponible, même si ça ne concernait pas son sujet de prédilection qui est la communication. Bien sûr. Au final, il nous écoutait, il disait mais est-ce que vous avez réfléchi à ça, vous avez réfléchi à ça? Il nous mettait enfin, il nous demandait de nous poser les bonnes questions en fait. Et même s'il ne pouvait pas apporter des réponses à tout, quand il posait des questions sur des finances, etc. Il vous a challengé en permanence. Complètement. Il nous posait des questions qu'on ne s'était pas posées avant et qui nous ont permis de répondre nous-mêmes à nos propres problèmes. C'est ça d'appartenir au Movie, Bénédicte. C'est ça qui fait la différence. Tout à fait ça, répondre nous-mêmes à nos propres problèmes grâce à l'œil externe. Voilà, si vous avez besoin de cadeaux de Noël, c'est sur pixopolitan.com. Dans le monde entier, bien évidemment. C'était Paul-Henri Blaizet, son cofondateur. Tout de suite, une courte pause. Et juste après la pause, on se retrouve pour Entreprise et Capital sur BFM Business. Restez avec nous. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.